Pourquoi ma blague au travail m'a-t-elle fait licencier? J'ai fait une blague lors de notre réunion d'équipe du lundi matin, et ma collègue Vanessa a hurlé. Pas un petit halètement ou un rire nerveux, mais un vrai cri de film d'horreur, qui a résonné dans tout le 5e étage. Elle a renversé son café, et s'est précipitée hors de la salle de conférence si vite qu'elle a laissé son téléphone et son ordinateur portable derrière elle. Tous les autres m'ont juste dévisagé la bouche bée. Et mon manager, Keith, s'est levé lentement avec une expression sur le visage, comme si je venais d'avouer un meurtre. Il m'a dit de rester exactement là où j'étais, et de ne pas bouger ni parler à personne pendant qu'il passait un coup de fil. Les 12 autres personnes présentes à la réunion ont rassemblé leurs affaires dans un silence complet, et sont sorties à la queue, sans établir de contact visuel avec moi. Je suis resté assis là, seul dans cette salle de conférence pendant 20 minutes, regardant le café de la tasse de Vanessa goûter sur la moquette, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La blague n'était même pas si osée, juste une chose banale que j'avais dite pendant que nous discutions de nos objectifs de vente trimestriels. Tout le monde était stressé par les chiffres, alors j'avais essayé de détendre l'atmosphère avec une phrase courante que j'avais entendue 1000 fois auparavant. Qui est revenu avec 2 personnes que je n'avais jamais vues auparavant, toutes 2 vêtues de costumes sombres et ayant l'air extrêmement sérieuses. Ils se sont présentés comme étant la sécurité du bâtiment, et m'ont demandé de les suivre jusqu'à un bureau au 2e étage. La marche à travers le bâtiment a été humiliante, car le bruit avait déjà couru, et les gens reculaient littéralement devant moi dans les couloirs. Certains pleuraient, d'autres étaient sur leur téléphone, et j'ai entendu quelqu'un chuchoter, je n'arrive pas à croire qu'il a vraiment dit ça. À mon passage, lorsque nous sommes arrivés au bureau, Kiss m'a dit de m'asseoir, et d'attendre pendant qu'il consultait les RH. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un texto à ma petite amie sur ce qui se passait, mais je n'avais pas de réseau. Le bureau était clairement conçu pour bloquer les signaux, ce qui a fait battre mon cœur à tout rompre, car pourquoi aurait-il besoin d'une pièce bloquant les signaux pour un problème RH normal? Après 30 autres minutes, Kiss est revenu avec notre directrice des RH, Monica, et une femme en tailleur-pantalon, qui s'est présentée comme la conseillère juridique de l'entreprise. Elles se sont assises en face de moi à la table, et Monica a sorti un dossier qui portait déjà mon nom. Monica m'a demandé de répéter exactement ce que j'avais dit lors de la réunion, mot pour mot, et je l'ai fait. Tous les 3 ont échangé des regards, et l'avocate a commencé à écrire frénétiquement sur son bloc-notes. Kiss m'a demandé si je comprenais ce que je venais de dire, et je lui ai dit honnêtement que j'étais complètement confus quant à la raison pour laquelle tout le monde réagissait ainsi. C'était juste une phrase, quelque chose que les gens disent tout le temps lorsqu'ils parlent d'agir ou de prendre une décision. Monica a baissé la voix, devenue très calme et prudente lorsqu'elle a demandé si j'avais été présent au travail lors de l'incident il y a 3 ans. Je n'avais aucune idée de quel incident elle parlait, car je n'étais dans cette entreprise que depuis 18 mois. Le visage de Kiss est devenu encore plus pâle, et il a demandé à Monica si c'était possible que je ne sois vraiment pas au courant. L'avocate a dit que peu importait que je le sache ou non, l'entreprise devait quand même suivre le protocole. Monica s'est tournée vers moi et m'a demandé où j'avais travaillé avant de rejoindre cette entreprise. Je lui ai dit que j'avais été dans une start-up à Austin qui avait fait faillite, puis au chômage pendant 4 mois, avant d'être embauchée ici. Elle a noté tout cela et a demandé si quelqu'un m'avait parlé de l'histoire de l'entreprise, ou m'avait demandé de suivre une formation spécifique lors de mon embauche. Je me suis souvenu avoir suivi l'orientation RH standard, et signé un tas de formulaires, mais rien ne m'avait semblé inhabituel. Kiss a marmonné quelque chose sur le fait que le processus d'intégration avait changé après l'incident, et que être les personnes embauchées après cela, n'avaient pas reçu le même briefing. L'avocate l'a interrompu et a dit « Rien de tout cela ne change ce qui doit se passer ensuite ». Elle a expliqué qu'en raison de la gravité de la situation et de la politique de l'entreprise, mon contrat de travail était résilié avec effet immédiat. J'ai commencé à protester que c'était insensé, que je n'avais rien fait de mal, et qu'ils ne pouvaient pas me renvoyer, pour avoir prononcé une phrase courante. Monica a levé la main, et a dit que je comprendrais bien assez tôt, mais que pour l'instant je devais rassembler mes affaires, et quitter les lieux. Quand j'ai demandé si je pouvais au moins savoir ce que j'étais censée avoir fait de mal, l'avocate a répondu qu'elle ne pouvait pas en discuter, tant que la situation était encore en cours de développement. Cette réponse vague a tout empiré parce que maintenant j'étais renvoyée pour quelque chose que personne ne voulait expliquer. La sécurité m'a escortée jusqu'à mon bureau, où une boîte en carton m'attendait déjà. Mes collègues avaient tous été déplacés vers une autre section de l'étage, laissant ma zone complètement vide.
J'ai emballé mon ordinateur portable, ma tasse à café, et les quelques objets personnels que je gardais sur mon bureau, pendant que la sécurité surveillait le moindre de mes mouvements. Ils ne m'ont même pas laissé me connecter à mon ordinateur pour sauvegarder mes fichiers personnels, disant que mes comptes avaient déjà été verrouillés. La descente en ascenseur s'est faite en silence, à l'exception de la radio de l'agent de sécurité qui grésillait occasionnellement de bavardages. Quand nous sommes arrivés dans le hall, il m'a accompagné jusqu'à ma voiture et a attendu que je quitte la propriété. Je me suis garée sur un parking à 3 pâtés de maison de là, et j'ai essayé d'appeler ma petite amie, Autumn, mais je suis tombée directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé d'appeler mon meilleur ami, Lucas, même chose. J'ai envoyé un texto à mon frère pour lui demander s'il était libre pour parler, et le message a été indiqué comme distribué, mais sans réponse. Mon téléphone a vibré avec une notification de LinkedIn, indiquant que cette demande de connexion avait été retirée. J'ai vérifié mon profil, et j'ai vu que 3 anciens collègues avaient déjà supprimé leurs recommandations me concernant. Quoi qu'il se passe, cela se propageait rapidement dans mon réseau professionnel. Je suis rentrée chez moi hébétée, et j'ai découvert que la voiture d'Automne n'était pas dans notre allée, même si elle aurait dû travailler à domicile ce jour-là. À l'intérieur de notre appartement, j'ai remarqué que certaines de ses affaires manquaient dans la chambre. Son ordinateur portable avait disparu du bureau, sa veste préférée n'était pas sur le crochet près de la porte, et la brosse à dents qu'elle gardait près du lavabo avait été enlevée. Je l'ai rappelée, et cette fois elle a décroché. Sa voix était glaciale quand elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai essayé d'expliquer que j'avais été renvoyée à cause d'un malentendu sur quelque chose que j'avais dit au travail, mais elle m'a coupé la parole. Elle a dit qu'elle avait déjà entendu parler de ce que j'avais fait par 3 personnes différentes, et qu'elle n'arrivait pas à croire que je puisse dire quelque chose d'aussi horrible. Quand je lui ai demandé de s'il te plaît, me dire ce que tout le monde pensait que j'avais fait, elle s'est mise à pleurer, et a dit qu'elle ne pouvait pas me parler pour le moment. Elle avait besoin d'espace, pour comprendre si elle pouvait seulement être avec quelqu'un capable d'une telle cruauté. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. J'ai essayé de rappeler 5 fois, mais elle avait bloqué mon numéro. Mes mains tremblaient en ouvrant Twitter pour voir si quelqu'un avait posté quelque chose sur ce qui s'était passé dans mon entreprise. Rien n'est apparu dans les résultats de recherche, mais cela a presque empiré les choses car cela signifiait que cela était encore contenu dans mon cercle immédiat. Mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu, et quand j'ai répondu, la voix d'un homme m'a demandé si c'était bien moi, et a confirmé mon nom complet et mon adresse. Il s'est présenté comme l'agent spécial Fallner du FBI, et a déclaré qu'il devait me poser quelques questions sur un incident survenu sur mon lieu de travail aujourd'hui. Mon estomac s'est noué, et j'ai demandé pourquoi le FBI était impliqué dans un problème de ressources humaines. Il a dit qu'il ne pouvait pas discuter des détails par téléphone, mais que je devais me rendre à leur bureau régional en centre-ville dans les 2 prochaines heures. J'ai demandé si j'avais besoin d'un avocat, et il m'a répondu que c'était mon droit, mais que je n'étais pas en état d'arrestation, ni accusé de quoi que ce soit pour le moment. Il s'agissait juste d'un entretien informatif qui faisait partie du protocole standard pour des situations comme la mienne. L'expression « situation comme la mienne » résonnait dans ma tête, parce que je ne comprenais toujours pas dans quelle situation je me trouvais. Je lui ai dit que je serais là, et il m'a donné l'adresse et les instructions pour le contrôle de sécurité à l'entrée du bâtiment. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon canapé, et j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait bien relier une blague au travail à une enquête du FBI. Rien n'avait de sens et ne pas savoir était pire que n'importe quelle punition. J'ai appelé ma mère et elle a répondu d'un ton bouleversé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a demandé comment elle était censée affronter ses amis à l'église, en sachant ce que son fils avait fait. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien fait de mal, que j'avais fait un simple commentaire au travail, et que tout le monde réagissait de manière excessive. La voix de ma mère est devenue tranchante, et elle a dit que Lucas l'avait déjà appelée, pour lui expliquer toute la situation. Elle voulait savoir comment je pouvais être aussi insensible, et si elle m'avait élevée pour avoir un tel mépris pour la souffrance des autres. Je l'ai suppliée de me dire ce que Lucas avait dit parce que personne ne voulait m'expliquer ce qui se passait. Elle est restée silencieuse un long moment, avant de me demander si je prétendais sérieusement ignorer l'incident de Riverside. Ce nom ne me disait rien, et je lui ai dit que je n'en avais jamais entendu parler. Elle a émis un son d'incrédulité, et a dit que chaque personne dans notre État connaissait Riverside. Cela avait fait la une des journaux nationaux pendant des semaines. Ma confusion a dû sembler sincère car son ton est passé légèrement de la colère à l'inquiétude. Elle a demandé quand j'étais revenue dans cet État depuis le Texas, et je lui ai dit que ça faisait 18 mois.
Elle a calculé quelque chose puis a dit très prudemment que l'incident de Riverside s'était produit 2 mois avant mon retour. Ma mère m'a expliqué en phrases hésitantes qu'il y avait eu une fusillade sur le lieu de travail dans une entreprise technologique appelée Riverside Solutions, il y a environ 3 ans. 7 personnes avaient été tuées par un ancien employé qui avait été renvoyé pour mauvais résultats. Le tireur avait laissé derrière lui des emails et des publications sur les réseaux sociaux, qui ont été analysés par le FBI, et apparemment, ils avaient identifié certaines phrases et modèles de langage comme des signes avant-coureurs. Elle a dit que les entreprises étaient tenues de signaler aux autorités fédérales toute personne utilisant ces phrases spécifiques, par mesure de précaution. Ma poitrine s'est serrée alors que je réalisais que ma blague au travail devait, d'une manière ou d'une autre, correspondre à l'une de ces phrases signalées. J'ai demandé à ma mère quelle était cette phrase, et elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas de la formulation exacte, mais que c'était quelque chose de banal que le tireur avait utilisé à plusieurs reprises avant l'attaque. Elle a dit que le FBI avait publié tout un guide à l'intention des services des RH sur la reconnaissance des signes avant-coureurs dans les communications des employés. Je l'ai remerciée et j'ai dit que je devais y aller parce que je devais me rendre au bureau du FBI. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ça, et que nous parlerions plus tard, quand elle en saurait plus, sur ce qui se passait. J'ai conduit jusqu'au centre-ville au bâtiment fédéral, et j'ai passé 3 points de contrôle de sécurité différents, avant d'être dirigé vers le 4e étage. L'agent spécial Fallner m'a accueilli dans le hall et m'a conduit dans une petite salle d'interrogatoire avec une table et 4 chaises. Il a été rejoint par une autre agente qui s'est présentée comme l'agente spéciale Patel. Ils avaient tous les deux des dossiers avec mon nom dessus, ce qui signifiait qu'ils avaient monté un dossier sur moi. Fallner a commencé par m'expliquer que je n'avais pas d'ennui, mais qu'il devait comprendre le contexte de ce que j'avais dit au travail ce matin-là. Il m'a demandé de répéter les mots exacts que j'avais utilisés, et je l'ai fait. Toujours confus, quant à ce qui n'allait pas avec cette phrase, Patel a sorti un document, et l'a fait glisser sur la table vers moi. Il s'intitulait « Modèle de communication d'alerte rouge, étude de cas de Riverside Solutions » et était marqué comme étant des directives internes du FBI pour la sécurité des entreprises. Elle a pointé du doigt une section surlignée qui énumérait plusieurs phrases devant déclencher un signalement immédiat aux autorités. Juste là, sur la liste, se trouvait la phrase exacte que j'avais prononcée lors de la réunion. Mes mains ont commencé à trembler, en lisant le document qui expliquait que cette phrase spécifique avait été utilisée par le tireur de Riverside dans 14 communications distinctes avant l'attaque. Le FBI avait déterminé que c'était sa façon de signaler son intention sans être évident, et ils avaient demandé à tous les principaux employeurs de la région de signaler immédiatement toute utilisation de cette phrase. Fallner a dit que mon entreprise avait fait exactement ce qu'elle était censée faire, en me signalant dans les 30 minutes suivant l'incident. J'ai essayé d'expliquer que je ne savais rien de tout cela, que je vivais au Texas lorsque la fusillade avait eu lieu, et que je n'avais jamais entendu parler de Riverside Solutions. Patel m'a demandé de fournir une preuve de l'endroit où je vivais il y a 3 ans. Alors, j'ai sorti sur mon téléphone d'anciens documents de bail et des factures d'électricité montrant mon adresse à Austin. Elle les a photographiées avec son téléphone et a dit qu'il vérifierait l'information. Fallner m'a demandé pourquoi j'avais utilisé cette phrase spécifique, et j'ai répondu que c'était juste quelque chose que les gens disent, une expression courante sur le fait d'agir ou de prendre une décision. Il a hoché la tête et a dit que c'était exactement la raison pour laquelle le tireur l'avait utilisée, parce qu'elle semblait innocente à quiconque ne connaissait pas le contexte. Les agents m'ont posé des questions pendant encore 1 heure sur mes antécédents professionnels, mes opinions politiques, mon activité sur les réseaux sociaux, et si j'avais un lien quelconque avec le tireur, ou qui que ce soit chez Riverside Solutions. J'ai répondu honnêtement à tout, et je leur ai montré mes comptes de réseaux sociaux pour prouver que je n'avais aucun contenu extrémiste ni aucune publication préoccupante. Patel a finalement fermé son dossier, et a dit qu'il pensait que j'ignorais sincèrement la signification de la phrase. Cependant, elle a expliqué que mon ancien employeur était toujours dans son droit de me licencier parce qu'avoir un employé qui utilisait cette phrase, même innocemment, créait un environnement dangereux pour les survivants et les familles touchées par Riverside. Fallner a ajouté que mon nom serait ajouté à une liste de surveillance par mesure de précaution, ce qui signifiait que je ferais l'objet de contrôles supplémentaires dans les aéroports, et que mes vérifications d'antécédents seraient signalées pendant les 5 prochaines années. J'ai demandé s'il y avait un moyen d'éviter d'être sur une liste de surveillance, alors que je n'avais en fait rien fait de mal. Patel a répondu que le système n'était pas conçu pour la nuance, et qu'une fois qu'une personne était signalée pour avoir utilisé une phrase d'alerte, le protocole était automatique, quelle que soit son intention.
J'ai quitté le bâtiment du FBI avec le sentiment que ma vie avait été détruite par quelque chose qui échappait totalement à mon contrôle. La phrase que j'avais utilisée était si courante que des milliers de personnes la disaient probablement tous les jours, sans connaître sa sombre histoire. Mais parce que je l'avais prononcée sur un lieu de travail lié aux conséquences des incidents de Riverside, j'avais déclenché tout un protocole de sécurité. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Lucas, et j'ai frappé à sa porte jusqu'à ce qu'il ouvre. Son visage était méfiant quand il m'a vu, et il a demandé ce que je voulais. J'ai exigé de savoir ce qu'il avait dit à ma mère, et pourquoi tout le monde me traitait comme un criminel. Lucas m'a laissé entrer à contre-cœur, et m'a expliqué qu'un de ses amis travaillait dans mon entreprise, et lui avait envoyé un texto immédiatement après la réunion. L'ami a dit que j'avais cité le tireur de Riverside, et que tout le monde était terrifié à l'idée que je puisse planifier quelque chose de similaire. Lucas avait paniqué et avait appelé notre mère pour la prévenir au cas où je me présenterais chez elle, en agissant de manière instable. Je lui ai parlé de l'interrogatoire du FBI, et de la façon dont j'avais prouvé que je n'étais même pas au courant de la fusillade. Son expression s'est légèrement adoucie, et il a admis qu'il avait eu peur quand il l'a entendu pour la première fois, mais qu'il commençait à croire que j'avais fait une erreur innocente. Lucas m'a montré son téléphone, où la conversation de groupe de notre famille discutait de moi depuis des heures. Mon père avait suggéré que j'avais être besoin d'une évaluation psychiatrique, parce que faire ce genre de blague faisait preuve d'un manque de jugement, même si je ne connaissais pas l'histoire. Ma tante a dit que je devrais présenter des excuses publiques à toutes les personnes touchées par Riverside. Ma petite sœur m'avait défendu, disant que je ne ferais de mal à personne exprès. La lecture de ces messages m'a fait réaliser à quel point ma propre famille avait été prompte à supposer le pire à mon sujet. Lucas a dit que c'est ce qui se passait quand quelque chose touchait à un traumatisme collectif. Les gens réagissaient émotionnellement plutôt que rationnellement. Il a promis de parler à la famille de mon interrogatoire par le FBI, en espérant que cela les aiderait à comprendre que j'étais juste ignorant, pas malveillant. Je lui ai demandé ce que j'étais censé faire maintenant que j'étais au chômage, avec une réputation ruinée et sur une liste de surveillance du FBI. Il a suggéré que je pourrais devoir déménager dans un autre État où l'incident de Riverside n'était pas aussi connu et recommencer à zéro quelque part. L'idée de fuir mon état d'origine à cause d'une seule phrase que j'avais prononcée semblait absurde, mais aussi la seule option réaliste. Cette nuit-là, j'ai essayé de faire des recherches sur la fusillade de Riverside pour comprendre dans quoi je m'étais fourrée. Les articles étaient horribles à lire car le tireur avait tué des personnes que j'aurais reconnues si j'avais vécu ici à l'époque. L'entreprise n'était qu'à 15 miles de mon appartement actuel, et plusieurs victimes étaient des leaders de la communauté, dont les noms figuraient sur des bâtiments et des bourses d'études. Le manifeste du tireur avait été publié par la police en guise d'avertissement, et je l'ai trouvé en ligne. En lisant ces écrits, j'ai vu la phrase que j'avais utilisée apparaître encore et encore dans différents contextes. Il l'avait utilisée pour parler de son plan, pour s'encourager, pour faire signe à des adeptes en ligne, qui ont ensuite fait l'objet d'une enquête. Le FBI avait eu raison de dire que c'était sa phrase fétiche. Et l'avoir répétée des dizaines de fois dans un contexte aussi sombre, m'a donné la nausée. J'ai compris maintenant pourquoi Vanessa avait hurlé quand je l'avais dite. Elle avait probablement perdu quelqu'un dans la fusillade, ou connaissait des survivants personnellement. Tout le monde dans mon entreprise avait vécu les conséquences de ce traumatisme, et m'avait ensuite entendu utiliser avec désinvolture la phrase d'accroche du tireur, comme si cela ne signifiait rien. J'ai passé les 3 jours suivants dans mon appartement à manger à peine, tandis que mon téléphone explosait de messages de personnes que je connaissais à peine. D'anciens camarades de fac m'ont contacté pour me demander si j'allais bien, ou si les rumeurs à mon sujet étaient vraies. Mon propriétaire a appelé pour dire que d'autres locataires s'étaient plaints de la présence d'une personne sur une liste de surveillance du FBI dans le bâtiment. Mon assurance auto a envoyé un avis concernant l'augmentation des primes en raison d'un changement de mon profil de risque, ce que j'ai appris plus tard, être dû au fait qu'être sur une liste de surveillance fédérale affectait les algorithmes d'assurance. Autumn a finalement répondu à l'un de mes appels et a accepté de me rencontrer dans un café pour parler. Elle avait l'air épuisée à son arrivée et a dit qu'elle n'avait pas dormi depuis son départ. Je me suis excusée pour tout et je lui ai montré les documents du FBI sur mon téléphone, prouvant que je ne connaissais pas la signification de la phrase. Elle les a lus attentivement, et ses épaules se sont légèrement détendues. Elle a admis qu'elle avait voulu croire que j'étais innocent, mais tout le monde avait été tellement certain que je l'avais fait délibérément, qu'elle avait commencé à douter d'elle-même. Autumn a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir à notre relation, mais au moins maintenant, elle savait que je n'étais pas dangereux.
Une semaine après avoir été licenciée, j'ai reçu un appel d'un journaliste qui avait entendu parler de mon cas et qui voulait écrire un article sur les dangers des politiques de tolérance zéro et de l'application aveugle du contexte. J'ai d'abord refusé, mais il a insisté, disant que mon histoire illustrait d'importants problèmes sur la façon dont nous gérons les menaces de sécurité par rapport aux erreurs innocentes. J'ai finalement accepté de lui parler à condition qu'il vérifie chaque fait avant la publication. L'article qui en a résulté a été publié dans un grand journal sous le titre « Quand les phrases courantes deviennent des tueuses de carrière, le coût caché de la culture de la sécurité ». Il détaillait ma situation tout en expliquant l'impact des fusillades de Riverside sur les employeurs régionaux. L'article a généré des milliers de commentaires débattant des deux côtés, certains disant que j'aurais dû me renseigner sur l'histoire locale avant de faire des blagues au travail, tandis que d'autres soutenaient qu'attendre des employés qu'ils mémorisent des listes de phrases interdites était déraisonnable. Plusieurs avocats spécialisés en droit du travail ont commenté que mon licenciement était probablement légal, mais éthiquement discutable compte tenu de mon ignorance documentée. La publication de l'article a eu des conséquences inattendues, puisque 3 autres personnes ont contacté le journaliste avec des histoires similaires. Une enseignante avait été suspendue pour avoir utilisé une phrase en lien avec une fusillade dans une école dont elle n'avait jamais entendu parler parce qu'elle venait de déménager d'un autre État. Une employée de commerce de détail avait été renvoyée pour un commentaire qui correspondait à quelque chose qu'un tueur en série avait dit, bien qu'elle ait cité une émission de télévision. Un entrepreneur du gouvernement a perdu son habilitation de sécurité pour avoir utilisé une phrase signalée dans une affaire de terrorisme, même s'il avait appris cette phrase de son grand-père des années avant qu'elle ne soit associée à l'extrémisme. Le journaliste a écrit un article de suivi sur la façon dont la liste croissante des phrases interdites créait un champ de mine pour les travailleurs qui ne pouvaient pas suivre chaque phrase, qui avait été récupérée par des acteurs violents. Certains experts en sécurité ont défendu ces politiques comme étant des précautions nécessaires, tandis que des groupes de défense des libertés civiles ont fait valoir qu'elles étaient inefficaces et détruisaient des vies innocentes. Je suis devenu le porte-parole accidentel d'un débat auquel je n'avais jamais voulu participer. 3 mois après avoir perdu mon emploi, j'avais postulé à 72 postes et reçu 72 refus. Chaque vérification des antécédents a signalé mon statut sur la liste de surveillance du FBI, et chaque vérification de référence a révélé que j'avais été renvoyé pour avoir utilisé un langage menaçant. Aucune explication ne semblait avoir d'importance une fois que le service des ressources humaines avait vu ces drapeaux rouges dans mon dossier. J'ai consulté un avocat spécialisé en droit du travail, qui a dit que je pourrais éventuellement poursuivre mon ancien employeur pour licenciement abusif, si je pouvais prouver qu'ils avaient omis de m'intégrer correctement. Concernant les protocoles de sécurité de l'entreprise, nous avons examiné mes documents d'embauche et avons découvert que le module de formation obligatoire sur les phrases interdites avait été ajouté au processus d'intégration 6 mois après mon embauche. Personne n'avait jamais informé les employés existants de cette nouvelle exigence. L'avocat a dit que cela pourrait être un motif de procès, mais a averti que poursuivre mon ancien employeur me rendrait encore moins employable et pourrait prendre des années à se résoudre. J'ai décidé de suspendre toute action en justice en attendant de décider de ma prochaine étape. Mon frère m'a obtenu un entretien d'embauche dans son entreprise à Denver, ce qui signifiait déménager dans un État où la fusillade de Riverside ne faisait pas partie de la conscience locale. L'entretien s'est bien passé jusqu'à ce qu'il vérifie mes antécédents et voit la notation de la liste de surveillance du FBI. Le responsable du recrutement m'a convoqué pour une deuxième conversation, au cours de laquelle il m'a demandé directement si j'étais un risque pour la sécurité. J'ai expliqué toute la situation, et je lui ai montré les articles de journaux concernant mon cas. Il a dit qu'il me croyait et voulait m'embaucher, mais que son siège social avait une politique générale, interdisant d'employer quiconque, figurant sur des listes de surveillance fédérale, quelles que soient les circonstances. Il s'est excusé et a dit qu'il essaierait de faire approuver une exception, mais qu'il ne pouvait rien promettre. 2 semaines plus tard, il a appelé pour dire que le siège avait refusé l'exception. Mon frère se sentait très mal et a proposé de me laisser rester chez lui, pendant que je continuais à chercher. Mais je pouvais voir la pression que ma situation exerçait sur sa famille. Sa femme était mal à l'aise de m'avoir près de leurs enfants, parce qu'elle ne comprenait pas entièrement les circonstances et s'inquiétait de ce que ses voisins pourraient penser. 6 mois après l'incident, j'avais épuisé mes économies, et je travaillais de nuit, à mettre en rayon, dans un entrepôt, qui ne vérifiait pas les antécédents. Le travail était abrutissant et épuisant, mais au moins c'était un revenu. Mes collègues ne savaient rien de mon passé, et j'avais l'intention que ça reste ainsi.
Autumn et moi avions essayé de faire marcher les choses. Mais le stress de tout cela nous avait brisés, et nous nous étions officiellement séparés il y a 2 mois. Elle était retournée vivre chez ses parents, et avait commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, ce que j'avais appris par les réseaux sociaux, avant de bloquer ses comptes, pour m'épargner la douleur, de la voir refaire sa vie. Ma mère appelait 1 fois par semaine pour prendre de mes nouvelles, mais nos conversations étaient tendues, parce qu'elle ne comprenait toujours pas vraiment pourquoi je ne pouvais pas simplement m'excuser et passer à autre chose. Le concept que je m'étais déjà excusé, mais que tout le monde s'en fichait, semblait dépasser son entendement. Mon père avait complètement arrêté d'appeler après que je lui ai parlé sèchement lors d'une dispute sur la responsabilité personnelle. Seul, Lucas, est resté un soutien sans faille, me rappelant régulièrement que je n'avais rien fait de mal, et qu'un jour, la poussière retomberait. 8 mois plus tard, il y a eu un développement qui a tout changé. L'unité d'analyse comportementale du FBI a publié une nouvelle étude examinant l'efficacité de leur programme de surveillance des phrases. Les données ont montré que sur les 847 personnes signalées pour avoir utilisé des phrases signalées au cours des 3 dernières années, seules 2 avaient réellement posé des menaces légitimes. Les 845 autres cas étaient des faux positifs comme le mien, où des personnes innocentes utilisaient des phrases courantes sans connaître leur sombre histoire. L'étude a conclu que le programme créait d'énormes dommages collatéraux pour un bénéfice de sécurité minime. Plusieurs organisations de défense des libertés civiles se sont emparées du rapport et ont intenté un recours collectif contre le FBI, exigeant le démantèlement du programme de liste de surveillance. J'ai été contacté par les avocats en charge de l'affaire, et on m'a demandé d'être un plaignant désigné, représentant les personnes faussement accusées. J'ai accepté immédiatement car je n'avais plus rien à perdre et être quelque chose à gagner si le procès aboutissait. Le procès a attiré l'attention des médias nationaux, et soudain je faisais des interviews, expliquant ma situation à un public plus large. Certaines personnes restaient convaincues que je devais savoir ce que je disais, et que je jouais les innocents, mais beaucoup d'autres ont exprimé leur indignation face au fait que notre appareil de sécurité soit devenu si aveugle. Mon ancienne entreprise a publié une déclaration, défendant sa décision de me licencier, et affirmant qu'il le referait dans les mêmes circonstances. Mais la publicité a également apporté des opportunités d'emploi de la part d'entreprises qui croyaient aux secondes chances, ou voulaient montrer qu'elles ne laissaient pas la peur dicter leurs décisions d'embauche. J'ai reçu 3 offres d'emploi, toutes de petites entreprises qui n'avaient pas de politiques internes contre les employés, sur les listes de surveillance. J'ai accepté un poste dans une start-up technologique à Portland, qui recrutait spécifiquement des personnes qui s'étaient retrouvées à tort prises dans des mesures de sécurité trop zélées. Mon nouveau patron avait été renvoyé d'un emploi précédent pour avoir accidentellement déclenché un protocole similaire et comprenait exactement ce que j'avais traversé. 1 an et demi après avoir fait cette blague dans la salle de conférence, ma vie s'était enfin stabilisée pour ressembler à quelque chose de normal. Le recours collectif traînait toujours devant les tribunaux, mais la publicité avait conduit le FBI à réformer discrètement ses critères de liste de surveillance. Je suis restée sur la liste, mais de nouvelles directives ont été publiées à l'intention des employeurs, expliquant que le statut de liste de surveillance devait être évalué dans son contexte, plutôt que de déclencher une disqualification automatique. Mon nouveau travail se passait bien, et j'avais été promue chef d'équipe, après avoir fait mes preuves pendant plusieurs mois. J'avais commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau qui connaissait toute mon histoire, avant notre premier rendez-vous, et qui n'en avait pas été effrayé. Les dommages financiers de mes mois de chômage prendraient des années à se résorber complètement, mais au moins j'avançais plutôt que de me noyer. J'avais appris à être extrêmement prudent concernant la communication sur le lieu de travail, et j'avais pris l'habitude de faire des recherches sur l'histoire locale, avant de faire des blagues dans un nouvel endroit. La paranoïa de déclencher accidentellement une autre réponse de sécurité n'a jamais complètement disparu. En repensant à tout cela, le plus difficile a été d'accepter d'avoir été puni si sévèrement, pour une véritable ignorance. Je comprenais pourquoi les systèmes existaient, et pourquoi les gens étaient traumatisés par la fusillade de Riverside. Mais le manque total de proportionnalité, ou de volonté de considérer le contexte, m'a semblé fondamentalement injuste. Une simple conversation lors de mon embauche, expliquant le lien de l'entreprise avec Riverside, et me demandant d'éviter certaines phrases aurait tout évité. Au lieu de cela, j'avais été renvoyé, fait l'objet d'une enquête, mis sur une liste de surveillance, et presque détruit financièrement, parce que personne n'avait pris la peine de considérer qu'un nouvel employé, venant d'un autre État, pouvait ne pas être au courant d'une tragédie régionale.
L'expérience m'avait appris que l'intention compte beaucoup moins que l'impact dans notre moment culturel actuel, et que parfois aucune explication ne vous sauvera une fois que vous avez franchi accidentellement une ligne invisible. 2 ans plus tard, je pense toujours à cette réunion matinale et je me demande à quel point ma vie serait différente si j'étais simplement resté silencieux au lieu d'essayer de détendre l'atmosphère. Mais je sais aussi que vivre dans la peur constante de dire accidentellement quelque chose de mal est une prison en soi. Et à un moment donné, vous devez accepter que contrôler tous les résultats possibles n'est pas réaliste. Parfois, on n'a pas de chance et on paie un prix qui dépasse de loin tout jugement raisonnable de la faute. Tout ce que vous pouvez faire, c'est y survivre et essayer de construire quelque chose de nouveau de l'autre côté. Si vous avez aimé ceci, vous voudrez certainement voir les suivants aussi. Alors, abonnez-vous maintenant et donnez-moi votre avis dans les commentaires.